Pour moi, l'image de cette Coupe du Monde, c'est évidemment la chute des All Blacks, que l'on croyait invincibles, qui n'avaient plus perdu un match de Coupe du Monde depuis 2007. Ils restaient sur 18 victoires d'affilée. Et voilà, l'icône avec le maillot noir est tombée. Cette Coupe du Monde a eu un événement particulier, unique dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a eu un super typhon au Japon, Agibis, qui a fait de nombreuses victimes et plein de dégâts au Japon, et qui a entraîné l'annulation de 3 matchs. Donc c'est une première. Ça pose un vrai problème, parce qu'il y a des équipes qui ont joué un match de moins avant d'aborder l'écart. C'était le cas de la Nouvelle-Zélande et de l'Angleterre, qui ont réussi des quarts exceptionnels en marquant de plus de 40 points face à des équipes qui avaient joué un match de plus. Et pour l'Italie, c'était un vrai crève-cœur. Voilà, ils s'étaient préparés pour ce match de gala. C'est ce dernier match qui allait boucler leur Coupe du Monde contre les All Blacks. Pour eux, c'était le Graal. Pour certains qui arrêtaient leur carrière, c'était le point culminant. Et honnêtement, le problème, c'est que les organisateurs n'avaient pas de plan B, alors qu'on pouvait très bien avancer le match au vendredi ou le faire jouer le dimanche. Ensuite, avec le recul, tout ça s'est montré exact. On aurait pu jouer un jour plus tard. L'organisation, si on accepte les matchs annulés pour cause de typhon, c'était parfait. Les Japonais, évidemment, ont mis les grands moyens pour que tout se passe bien. Plus de 400 000 supporters étrangers sont venus au Japon. Ça aussi, c'était inespéré. Ils ne pensaient pas qu'autant de personnes, autant de supporters, autant de passionnés feraient le déplacement. Côté japonais, c'était assez étonnant. C'est-à-dire que c'est une sorte d'indifférence polie en dehors des matchs. Mais le jour des matchs de Japon, le pays rentrait dans une effervescence rare. Voilà, les audiences sont tombées. Ils ont fait plus de 70 millions de téléspectateurs pour le dernier match décisif contre l'Écosse et leur quart de finale contre l'Afrique du Sud. Les fan zones étaient pleines ces jours de match. Il y avait une vraie ambiance dans les villes. Voilà, donc de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Le rugby au Japon, c'est pas un sport majeur, mais c'est pas non plus un sport qui n'existe pas. C'est un sport universitaire avec des finales chaque année qui remplissent des stades de 60 000 places. C'est un sport beaucoup basé également sur les équipes d'entreprises. Les grandes entreprises comme Toyota, Mitsubishi, Panasonic, etc. ont des équipes, ce qui fait que le rugby était amateur là-bas. Ça va bientôt changer parce que d'ici 2 ans, en 2021, une ligue pro va être créée. Et je pense que World Rugby, qui a fait le pari d'aller sur ce qu'il dit lui-même, un nouveau marché pour s'ouvrir un peu, sortir un peu de la dizaine de pays qui sont son cadre habituel, a gagné son pari. Je pense que vu les résultats et l'engouement qu'il y a eu autour des Brave Blossoms, la sélection japonaise, plein de petits-enfants allaient aux démonstrations dans les fan zones. Ils espèrent un boom du nombre de pratiquants. Je pense que ce sera le cas. Plus le rugby qui va devenir professionnel là-bas, je pense que le Japon a des beaux jours devant lui, d'autant plus qu'on murmure avec plus en plus d'insistance que l'équipe nationale du Japon va intégrer le Rugby Championship très prochainement, et donc affronter chaque année la Nouvelle-Zélande, les Sud-Africains, l'Australie, etc. Donc ça va forcément l'aider à progresser à pas de géant. Pour l'équipe de France, on a beaucoup parlé, avec raison, du coup de coude de Sébastien Vamina, qui a très certainement changé l'issue de ce quart de finale. Mais une fois l'émotion passée de ce geste qui est coûteux, il faut être honnête, l'équipe de France, avant cette Coupe du Monde, on n'espérait pas grand-chose d'elle, vu ses résultats depuis 8 ans, depuis la Coupe du Monde 2011. Voilà, elle avait franchi le premier tour en battant l'Argentine, c'était déjà une performance pour elle. Ensuite, une équipe qui ne gagne pas pendant une période, ou peu de matchs pendant une période aussi longue, est-ce qu'on pouvait espérer qu'elle soit championne du monde ? Le pragmatisme, la réalité oblige à dire non. L'équipe de France, en allant en quart de finale et en résistant bien, puisqu'elle a failli se qualifier, a rempli le maximum, le contrat qu'elle était en mesure de remplir dans cette période de vache maigre. C'était une sensation, l'élimination des All Blacks, puisqu'ils étaient double tenants du titre. Ils n'avaient plus perdu en Coupe du Monde depuis 2007 et le quart de finale contre la France. Oui, on peut parler d'une fin de génération, en tout cas. Des joueurs comme Kieran Reid, le capitaine, ou Sonny Bill Williams, la vedette, vont arrêter. Oui, pour les Blacks, c'est une fin de cycle. Ça ne remet pas en question leur excellence et leur domination. On sait qu'ils ont la relève derrière pour reprendre vite le leadership. Mais en toute franchise, c'était ce qui pouvait arriver de mieux, je m'en excuse auprès des All Blacks, pour le rugby, qu'il ne soit pas sacré une 3e fois de suite, parce que ça semblait acquis pour beaucoup de gens avant, et si ça avait été le cas, on aurait dit, bah voilà, on joue une Coupe du Monde tous les 4 ans, et tous les 4 ans, les All Blacks gagnent, et ça aurait fait perdre beaucoup de son intérêt, cette Coupe du Monde. Donc, cette élimination des Néo-Zélandais par les Anglais est une bonne nouvelle. L'Afrique du Sud a prouvé qu'elle était toujours
parce qu'elle a des creux, mais que finalement elle sait rebondir, qu'elle était toujours une nation immense, puisque avec ce 3e sacre, elle égale les All Blacks. Il n'y a que 2 équipes qui ont été sacrées 3 fois, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Alors bien sûr, les esthètes diront que l'Afrique du Sud a toujours le même jeu, c'est pas une nouveauté, un jeu monolithique basé sur la force brute du pack avec des avants très très costauds. Elle a mis un petit peu de fantaisie, on va faire un petit cocorico grâce au Stade Toulousain qui a su lancer la carrière de Cheslin Kolbe, le petit ailier électrique, donc ça met un petit peu de peps dans une équipe qui est effectivement basée avant tout sur le défi physique. Voilà, mais ce sacre est quand même très symbolique. Pour notre raison, c'est que, bien sûr, l'Afrique du Sud a été sacrée en 95 et en 2007, mais avec très peu de joueurs de couleur. Là, voilà, les règles ont évolué au pays. Il y avait 7-8 joueurs entre le banc et l'équipe de départ qui n'étaient pas des Blancs. Et surtout, c'est pour la première fois de l'histoire un capitaine noir qui a mené l'Afrique du Sud, les Springboks, au sacre. Et donc, c'est Shia Kolisi qui a levé le trophée Webb Ellis dans le ciel de Tokyo. Et ça, forcément, ça va avoir un impact immense sur l'Afrique du Sud.